Bonjour, mon nom est Sarah Charbonneau. Je vous souhaite la bienvenue au point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 23 avril. L'objectif aujourd'hui est de présenter la démarche d'efficience régionale. Pour ce faire, deux porte-paroles s'adresseront à vous. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG, puis Dr Alain Moukébert, président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Dès maintenant, Mme Roy, je vous laisse la parole. Oui, merci Sarah. Bonjour à tous. En fait, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir informer la population, vous informer aussi de notre enjeu de main-d'œuvre. Ça, vous êtes déjà bien au courant. On en parle depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois et même quelques années dans certains secteurs d'activité. Mais aussi, qu'est-ce que ça nous amène à poser comme action? Pourquoi on le fait? Comment on va le faire? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver aussi dans les prochaines semaines, prochains mois, à partir du moment où on le comprend bien? L'enjeu est important. L'enjeu est important en région, en fait, dans plusieurs types d'emplois. On le sait, la courbe démographique, on l'avait vu venir. On sait que l'enjeu est important partout. Le secteur de la santé, services sociaux, il n'y échappe pas. On a une réalité aussi qui est particulière, puis on ne peut pas fermer nos services, évidemment, à notre population, donc ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a un enjeu aussi critique? Aujourd'hui, on va vraiment regarder ce qu'il y en est au niveau du volet soins infirmiers parce que c'est vraiment le secteur, là, le type d'emploi pour lequel c'est là où c'est le plus critique. Puis ce que je vous invite aujourd'hui à partager avec moi, bien, je vais vous faire une présentation dans un premier temps pour vous exposer un peu une démarche qu'on amorce, puis les mesures aussi qu'on va devoir réaliser probablement dans les prochaines semaines pour pouvoir répondre à toutes les questions, j'espère, et toutes les préoccupations que les gens ont. Et certainement qu'il y en aura d'autres et ça va me faire plaisir suite à la présentation là, de pouvoir y répondre. Donc, Sarah, oui, je t'inviterai à ce moment-ci à partager la présentation. Donc, si on poursuit, on va s'adresser, je vous dirais, précisément au volet soins infirmiers parce que présentement, la criticité, elle est réellement au niveau des soins infirmiers. Puis, c'est là où aussi on a une différence sur des services essentiels actuellement, à être capable de maintenir certains services avec nos infirmières. Il y a d'autres types d'emplois actuellement qui nous préoccupent grandement, mais on va pouvoir regarder ça là, suite à notre concentration d'énergie au niveau des infirmières. On a beaucoup parlé de la main-d'œuvre indépendante dans les dernières semaines avec des arrêtés qui ont été adoptés, avec différentes réalités là, qui ont fait en sorte que ça a un gros impact pour l'offre de services en santé, services sociaux. Bien, on va en parler un peu plus. En fait, la main-d'œuvre indépendante, donc les infirmières issues des agences privées, normalement, c'est un dernier recours. Si on recule il y a quelques années, c'était effectivement un dernier recours où on réussit avec nos équipes, nos employés, normalement, de compléter les horaires. Puis, il y a réellement quelques corps à combler où là, on a un recours à la main-d'œuvre indépendante. Vous le voyez bien avec le recours exponentiel qu'on a eu à de la main-d'œuvre indépendante infirmière des dernières années. Bien, que présentement, avec nos équipes stables, nos employés, non seulement là, on n'arrive pas à combler l'écart, mais l'écart se creuse. Donc, on a de plus en plus à avoir recours à cette main-d'œuvre-là, qui n'est pas de nos employés. Pour l'année qui vient de se terminer au 31 mars, c'est 24 de la main-d'œuvre, donc des heures travaillées infirmières qui ont été réalisées par la main-d'œuvre d'agences privées. Ça correspond, oui, effectivement, à des grands coûts pour l'organisation. C'est 130 infirmières par mois auxquelles ça correspond aussi. Mais au-delà de ça, bien évidemment, ce n'est pas la meilleure façon d'assurer une qualité et une continuité de soins à notre population. Ce qu'on souhaite, c'est non seulement réduire, mais éventuellement éliminer la main-d'œuvre indépendante parce que c'est avec nos équipes stables, complètes, spécialisées, qu'on va arriver à assurer une meilleure continuité de nos soins à la population. Mais pour y arriver, bien évidemment, ce que ça veut dire, c'est d'avoir les effectifs, nous, au sein de nos employés, pour être capable de devoir ne plus avoir recours à la main-d'œuvre indépendante. Donc, image suivante. Le portrait de la main-d'œuvre infirmière actuelle, on la voit ici en quelques chiffres. En fait, c'est environ 1000 infirmières qu'on a besoin là, en tout temps pour répondre à notre besoin au sein de l'organisation. Puis, il faut remplacer les infirmières dans la majorité du temps, en tout temps, parce que c'est des services essentiels. Donc, 7 jours sur 7,
24 heures par jour qui sont données. Si on regarde là, les congés ou les absences des infirmières, mais comme tout autre employé, avec les vacances, les fériés, les congés sans solde, les congés maternité, les congés maladie, les congés pré-retraite. Donc, tout ça fait en sorte que notre taux d'absentéisme global est d'environ 32 %. C'est vrai pour ce type d'emploi-là, c'est vrai pour tous les types d'emplois là, au sein de notre organisation puis dans le réseau public. Ce qui veut dire qu'il en faut 1300 infirmières. Il n'en faut pas juste 1000, il en faut 1300 pour être capable de faire ce remplacement en tout temps. Actuellement, on en a 1100 dans l'organisation et ces 1100-là ne sont pas toutes disponibles ou actives au travail actuellement. Donc, de façon très conservatrice, on peut dire qu'il nous manque 200 infirmières dans l'organisation actuellement. Puis, à cela, je ne vais n'en parler que là, s'ajoute présentement, ponctuellement, l'enjeu de la pandémie. Ça, c'est sans considérer la pandémie. Je vous dis qu'il nous manque 200 infirmières. Évidemment, avec la pandémie, on a eu d'autres services qu'on a eu à déployer, la vaccination, le dépistage, des mesures à mettre en place au sein de notre organisation qui nécessitent plus de ressources. Et on a eu aussi du retrait de ressources, donc des effectifs infirmières et d'autres types d'emplois de nos équipes parce qu'ils sont immunosupprimés, parce qu'ils sont enceintes, ils ne peuvent pas être auprès de la clientèle en soins. Donc, c'est plus que ça actuellement, mais sans considérer là, tout ça, c'est déjà 200, c'est déjà très critique. Quand on se projette dans 5 ans, l'écart se creuse. La courbe démographique joue contre nous, je l'ai mentionné, c'est principalement le facteur là, qu'on doit considérer. Donc, potentiel de départ à la retraite de 23 %, départ autre qu'à la retraite aussi, si on se fie aux dernières années. C'est un autre 315 départs qu'on peut anticiper d'ici 5 ans. Les autres départs, là, c'est pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour changer de type d'emploi, que ce soit parce qu'ils quittent la région, parce qu'ils progressent dans l'organisation sur d'autres types d'emplois, ou même il y en a de ceux-là au niveau des infirmières là, qui ont effectivement fait le saut vers travailler en agence privée comme tel. Donc, 760 au niveau d'un écart à combler. Dans les 5 prochaines années, si on projette au niveau des embauches et on se fie aux 5 dernières années, donc tout étant égal par ailleurs, c'est 250 embauches sur 5 ans, ça veut dire 50 par année. De ce nombre-là, 40 par année proviennent de la formation qu'on fait ici au sein de notre région avec le Cégep et l'Université en Abitibi-Témiscamingue. Une quarantaine d'infirmières qui sortent là, en région, qui sont diplômées. Puis, les 10 autres, c'est le recrutement qu'on réussit à faire, soit d'infirmières qui proviennent d'autres régions ou un peu de l'international. Donc, il faut agir parce que si tout reste comme les projections nous laissent témoigner, c'est 500 infirmières qui vont nous manquer d'ici 5 ans sur un bassin de 1000. Ce sera alors vraiment très critique. Le maintien de notre offre de service sera vraiment là, en jeu actuellement si on n'agit pas. Il faut non seulement agir pour du court terme, parce qu'évidemment, vous le sentez vraiment, vous le vivez, là, que nos services sont compromis maintenant, mais à long terme également. Donc, il faut avoir une portée d'action plus long terme. On a fait plusieurs choses face à cette situation-là depuis déjà plusieurs mois. On a demandé à toutes les équipes de réfléchir à comment ils pourraient travailler avec moins d'infirmières dans leurs activités tout en maintenant le service. Donc, on a, en fait, depuis déjà plusieurs années, regardé au sein des équipes de travail, de quelle façon ils peuvent réorganiser le travail, de quelle façon ils peuvent travailler avec des effectifs réduits, de quelle façon ils peuvent augmenter leur temps supplémentaire aussi. On en est arrivé à l'automne dernier, malgré toutes ces hypothèses, à dire, c'est pas assez. Là, on arrive à des situations où on va être en rupture de service régulièrement dans les prochaines semaines. Et ça, on était au mois d'octobre dernier. Et donc là, on s'est dit, il faut prendre les choses autrement. Il faut refaire un autre tour de roue au sein de l'organisation. Et c'est là où on a amorcé notre épisode de réorganisation temporaire des services. Donc, en novembre dernier, on a fait 2 choses. Il y a eu 50 infirmières où, effectivement, on leur a demandé d'aller travailler dans des services jugés plus essentiels pour être capable de maintenir ces services-là, d'éviter des ruptures d'urgence, d'éviter le fait qu'on ne pourrait pas mettre d'infirmières dans nos CHSLD et être capable là, de réfléchir à comment on pourrait faire autrement les choses pour qu'après 4 mois, l'organisation ait une nouvelle façon d'organiser les services au sein de chacun des équipes de travail, puis être certaine que les infirmières qui sont utilisées là, sont vraiment dans leur champ de compétences exclusives. Ça a donné un résultat. En fait, on a actuellement environ une pression de moins là, de 20 infirmières. Donc, ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, mais c'est quand même un nombre qui fait en sorte que ça fait la différence sur parfois le maintien ou la rupture d'un service. Image suivante. Vous avez vu les chiffres. En fait, c'est nettement pas suffisant, évidemment, pour combler l'écart. Donc là, on s'est dit, pour maintenir notre autonomie et garder nos services en région, de quelle façon on peut faire un pas de plus?
Et il faut réfléchir autrement. Il faut regarder maintenant dans la région de quelle façon on pourrait réorganiser certains services. C'est une approche qu'on n'a jamais faite jusqu'à présent. Là, vraiment, là, on a toujours regardé par territoire de MRC, par installation, de quelle façon on pourrait réorganiser chacune des équipes. Là, on prend une vision beaucoup plus large et pour les prochains mois, prochaines années, on s'est dit de quelle façon on pourrait revoir une répartition de certains services, une organisation de certains services pour aller baisser la pression au niveau de nos effectifs, oui, en soins infirmiers, mais aussi pour d'autres types d'emplois. Donc, oui, ça peut déranger. Oui, les scénarios qu'on va explorer à travers tout ça vont faire en sorte que ça va demander une façon différente d'offrir certains services ou d'aller recevoir certains services pour notre population. Mais en même temps, quand on se dit que on peut soit faire cette réorganisation et arriver à maintenir certains services ou devoir faire une rupture plus fréquente de certains services, on aime mieux se réorganiser puis se dire qu'entre nous, on va maintenir quelque chose en région plutôt que de devoir dire à notre population, à partir de maintenant, on va devoir malheureusement vous orienter vers Gatineau, vers Montréal ou vers Québec pour recevoir certains services parce que pour les prochaines années, on n'y arrive plus. Donc, c'est vraiment la façon dont on s'est donné de faire cette réflexion-là. Présentement, vous avez à l'écran un des scénarios qui est exploré, qui est en analyse de faisabilité, puis dans les prochaines semaines, fort probablement qu'on va confirmer le déploiement. C'est le regroupement de nos unités de réadaptation modérée progressive qui sont présentes actuellement dans chacun des pôles, donc dans chacun des territoires d'MRC. Présentement, on a des unités en 10 et 14 lits partout sur le territoire pour de la réadaptation. Puis là, certains d'entre vous là, appelez ça les UTRF, la convalescence, la réadaptation. Et on en a partout sur le territoire. Dans chacune de ces unités-là, on a des équipes qui prennent soin de s'assurer de la réadaptation avec des soins infirmiers, des professionnels de réadaptation et toutes sortes d'intervenants. Si on regarde qu'on a ces 62 lits-là en région et que plutôt que de les répartir en 5 unités, on les répartit en 2 pôles, on maintient le service. On demande effectivement à certains usagers de se déplacer de leur territoire local pendant un épisode, pendant quelques semaines, parfois quelques mois, pour par la suite revenir à leur domicile, mais on est capable de maintenir le service. Et avec ce scénario-là, on a un gain au niveau des ressources infirmières, entre 10 et 12 infirmières, donc c'est loin d'être négligeable. Puis à ce moment-là, c'est un gain d'efficience et c'est pour ça que c'est vraiment une démarche d'efficience régionale. Prochaine image. Malgré tout ça, malgré la démarche d'efficience régionale, il va arriver des moments où dans les prochaines semaines, prochains mois, on va arriver au bout de nos solutions pour maintenir certains services. On le vit actuellement, on va probablement le vivre à d'autres moments où là, les ressources en place, les équipes en place, malgré vraiment la réorganisation, malgré le temps supplémentaire qui est de plus en plus important et qui atteint même présentement près de 40 % dans certaines équipes, malgré malheureusement du temps supplémentaire obligatoire qui augmente de plus en plus auprès de certaines équipes, malgré le recours à la main-d'œuvre indépendante qui est de plus en plus importante, on va devoir dire à notre population qu'on aura à faire des ruptures temporaires pour des courtes durées, des durées le plus limitées possible, parce que pour maintenir un service de qualité et sécuritaire à la population, on se doit de faire cette rupture-là, comme je le mentionne, de courte durée, mais toujours dans un objectif de dire aussitôt qu'on a les ressources suffisantes, évidemment, on va remettre le service en place. Actuellement, les équipes tiennent vraiment à bout de bras plusieurs services, puis ils ont vraiment à cœur, et c'est tout à l'honneur des employés de notre organisation, des médecins de notre organisation qui sont très solidaires puis qui veulent maintenir les services. Mais il y a des solutions actuellement qui ne sont plus acceptables à tenir. Je vous parlais tout à l'heure d'un temps supplémentaire qui est très important au sein de certaines équipes. Présentement, il y a des personnes, des employés qui travaillent plusieurs heures par jour, 12, 16 heures par jour pendant plus de 10 jours consécutifs. Donc, ce n'est pas une capacité qu'on peut avoir à tenir à long terme ce type de solution-là. Ça peut tenir le coup pour quelques jours, mais quand on est en train de réfléchir à une planification sur des semaines et des mois et qu'on veut s'assurer d'être un bon employeur puis de maintenir des bonnes conditions de travail pour nos employés, il faut s'assurer de le faire directement auprès de nos employés qu'on a actuellement. Puis, on souhaite évidemment recruter de la nouvelle main-d'œuvre, donc il faut s'assurer aussi d'être attractif dans nos conditions de travail puis dans la réalité de nos employés au travail.
Les deux mesures qui sont confirmées à ce jour, qui font en sorte qu'on doit se dire, bien là, on a effectivement une diminution ou une réduction de certains services dans notre organisation parce que les effectifs ne nous permettaient plus de le faire de façon sécuritaire ou de qualité pour une courte durée. Elles ont été annoncées. C'est la réduction temporaire des chirurgies non urgentes au bloc opératoire de Rouyn-Noranda, qui est débutée depuis le 19 avril, et la fermeture temporaire des services d'obstétrique à l'hôpital de Ville-Marie à compter du 29 avril. Ces deux mesures-là sont actuellement annoncées pour une période de 4 semaines. Mais pendant la période de 4 semaines, je veux le dire à toute la population, aussitôt qu'on a les ressources qu'il faut pour être capable de rouvrir un service, une partie de service ou le service en entier, évidemment, on va s'y affairer rapidement, on n'attendra pas. Et ça, que ce soit par du recours à la main-d'œuvre indépendante, que ce soit par du recours à plus de temps supplémentaire, évidemment, mais toujours dans ce qui est acceptable. Puis, je l'ai mentionné, la main-d'œuvre indépendante, c'est une solution court terme qui est requise pour maintenir notre offre de service, même si on se dit qu'à terme, on veut vraiment la réduire et l'éliminer. On aura, comme je le mentionnais, probablement dans les prochains jours, d'autres mesures de ce type qui pourront être annoncées pour des plus courtes périodes ou des périodes qu'on aura déterminées, mais certainement là, que je l'anticipe. Ce qu'on souhaite à travers tout ça, c'est réellement avoir une sensibilisation, une reconnaissance aussi de la population de ce qu'on vit actuellement, donc d'être capable de bien comprendre pourquoi on fait une telle démarche, qu'est-ce qui arrive actuellement au sein de notre organisation pour qu'on en arrive à prendre des décisions aussi difficiles. Puis, il y a des partenaires aussi qui vont être mis à contribution pour contribuer aux solutions. Et prochaine image. Présentement, on est en train de compléter là, vraiment une consolidation d'un grand partenariat avec nos maisons d'enseignement supérieur qui forment justement les infirmières en région, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'à terme, mon objectif est clair et il est partagé avec les deux autres organisations à dire qu'il faut être le plus autonome possible dans notre capacité de former notre bassin de main-d'œuvre régional qu'on a besoin pour notre organisation. Donc, on concourt à cet objectif-là. Ça veut dire des trajectoires de formation diversifiées. Ça veut dire du recrutement d'étudiants, non seulement ici en région, mais à l'extérieur de la région et à l'international également, pour être capable de former notre main-d'œuvre, l'intégrer ici en région, puis faire travailler ces gens-là, évidemment, là, en intégration au sein de notre organisation, au sein de notre région. Donc, je ne vous en donnerai pas davantage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous entendrez parler là, de la démarche qui est en cours, mais on est très privilégié actuellement au sein de la région d'avoir les partenaires qui reconnaissent l'enjeu de la main-d'œuvre au sein de notre organisation et la volonté aussi que tout le monde met à dire là, il faut trouver des solutions. Là, on a des mesures à mettre en place pour que, peut-être pas demain, là, on n'y arrivera pas pour demain, mais dans 2, 3, 4 ans, bien oui, on va être vraiment là, avec une capacité de nous-mêmes à être responsables de produire notre bassin de main-d'œuvre puis avoir mis les leviers et les moyens en place. Également, on a d'autres enjeux. Il ne suffit pas de recruter de la nouvelle main-d'œuvre, mais à partir du moment où on le fait, bien, on a d'autres éléments pour lesquels la population, les partenaires peuvent contribuer aux différentes solutions. Quand on veut recruter des gens, bien, il faut s'assurer de les accueillir, de les retenir, de les intégrer au sein de nos communautés. On a déjà un enjeu de place en service de garde. On a actuellement plusieurs de nos employés ou médecins qui soit ne peuvent pas revenir d'un congé maternité aussitôt qu'ils le souhaiteraient, ou soit ne peuvent pas venir pour certains quarts de travail parce qu'ils n'ont pas de place en service de garde. Donc, évidemment, ça, c'est un élément qui est en train de se regarder là, pour tenter de trouver une solution à cet enjeu-là. Pénurie de logement qui est déjà bien présente. Notre secteur socio-économique actuellement, ça va bien en région. Bien, ça est associé à une pénurie de logement. On aura trouvé aussi des solutions tous ensemble. Puis, la présentation que je vous fais, je l'ai fait à plusieurs partenaires. Je vais continuer à la faire. Je me suis engagée à tenir au courant la population, l'organisation de toutes les démarches qu'on va faire, des scénarios qui vont être explorés, des mesures, évidemment, qui vont malheureusement devoir être déployées quand on prend des décisions difficiles de rupture temporaire ou diminution temporaire. Mais quiconque veut participer à la solution a des bonnes idées pour faire face à cet enjeu. Bien, on a une adresse là, qui vous est partagée à l'écran pour ce faire.
Donc, tout au long de cette démarche, d'un peu notre traversée du désert de probablement les prochaines semaines, prochains mois, c'est le logo que vous voyez à l'écran là, qui va vraiment nous accompagner dans toutes les communications qu'on va faire à ce sujet-là, parce que vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une communication la plus complète et transparente possible et la plus en temps réel possible aussi avec non seulement l'organisation, les employés, les médecins qui la composent, mais la population aussi, parce que les gens sont en droit de savoir ce qui se passe, pourquoi on le fait, comment on va le faire, qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est en répondant à ces questions-là et les préoccupations là, qu'on va être capable de maintenir un effort collectif comme ça, vouloir maintenir nos services en région. Donc, sur ça, Sarah, je laisserai mon collègue, Dr. Moukébert, pouvoir vous adresser quelques mots. Et merci, M. Moukébert. Je vous invite à prendre la parole. Bonjour tout le monde. En fait, moi, j'ai été invité par Mme Roy pour venir donner un point de vue médical à sa situation actuelle. Je voudrais juste, on est comme conscient, équipe médicale, de la réalité de la pénurie qui frappe notre organisation. Et en même temps, en tant que corps médical, on tient à donner un service de qualité à notre population et à garder ce service de qualité à proximité de cette population-là, vu la distance qui nous sépare des grands centres. Donc, on a accepté de faire les démarches avec l'organisation pour comme réorganiser notre façon de travailler pour diminuer l'appel actuellement d'une façon temporaire aux ressources infirmières et infirmiers dans les différents secteurs hospitaliers, que ce soit dans les cliniques externes, que ce soit dans le bloc opératoire. Et on espère vraiment que ce soit pour une courte durée, parce que c'est sûr qu'à moyen et à long terme, ça peut avoir quand même des répercussions sur la prise en charge de la population. C'est sûr que les démarches que l'organisation est en train de mettre actuellement visent le moyen et le long terme. Le but idéal, c'est d'avoir le peu de recours à la main-d'œuvre indépendante, parce que comme vous le constatez, ça coûte quand même pas mal le système. Et ça serait peut-être plus utile d'investir ceci pour retenir notre personnel en place, c'est-à-dire retenir les gens qui travaillent et qui ont à cœur la région, de ce fait d'améliorer leurs conditions de travail pour qu'ils aient à cœur l'organisation et pour qu'ils se rallient de nouveau autour du travail en public et d'essayer d'éviter, si vous voulez, l'exode vers le système privé. Parce que quand même, je pense qu'on a une bonne cause pour donner des bons services à la population. Et je tiens à réitérer le message pour l'équipe soignante, surtout nos infirmières et infirmiers, de leur rôle vraiment important et crucial dans le service de qualité qu'on donne. Sans ces travailleurs de la santé, les infirmières et les infirmiers, on ne sera pas en mesure de donner la même qualité de travail. Donc, leur rôle est vraiment important. Et en tant qu'équipe médicale, on apprécie fortement leur présence avec nous autres. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit équipe médicale, c'est comme toute autre équipe. Il y a plusieurs joueurs et chaque joueur contribue à la réussite de l'équipe. Donc, on aimerait bien que leurs conditions s'améliorent et qu'on sait qu'actuellement, ils passent par des périodes difficiles et qu'on espère qu'ils commencent à voir la lumière au bout du tunnel parce qu'on veut essayer de traverser ce tunnel. Lorsqu'on dit tunnel, ça veut dire que c'est sûr que c'est un endroit qui est sombre, mais en voyant la lumière au bout du tunnel, on réussira tout le monde à traverser. Parce que comme eux autres, nous autres aussi, les médecins, on est là pour être supportés par eux autres et on est là aussi pour les supporter. Donc, en se joignant les coudes par les coudes, on va réussir à passer cette période difficile. Donc, c'était plus un message de solidarité, comme quoi, en tant qu'équipe médicale, on est vraiment conscient des difficultés que passe actuellement le corps de soins infirmiers et infirmières au niveau de notre organisation, mais on va espérer d'améliorer vraiment les conditions pour qu'on les retienne au cours en tant que personnel de notre équipe. Merci. Merci, Dr. Moukébert. Nous en sommes à la période de questions. J'inviterai les représentants des médias à adresser leurs questions. Première question. Madame Charret, vous aviez levé la main? Oui, j'ai levé la main. Je voulais m'assurer d'avoir bien compris. La réadaptation, les services ne seront plus fournis
dans chaque territoire, mais seront plutôt dispensés à 2 endroits précis. C'est à partir de quand et c'est à partir de quand et ce sera à quel endroit? En fait, je ne pourrai pas répondre à l'entièreté de votre réponse parce qu'actuellement, comme je le mentionnais, on est en analyse de faisabilité. Puis c'est là l'enjeu, hein, on veut avoir une communication transparente, complète avec notre organisation, avec la population. Mais l'analyse de faisabilité qui est en cours actuellement, oui, me permet de vous confirmer que c'est fort probablement un scénario qui va être déployé dans les prochaines semaines ou prochains mois. Je ne peux pas vous dire quand parce qu'on est en la cueillette de données. Et quant aux endroits non plus, présentement, ce n'est pas déterminé. Donc, on est dans l'exploration et l'analyse actuellement. Mais sachant que quand on est en train d'analyser un scénario, bien évidemment, les gens sont mis dans le coup, participent aux démarches, participent aux analyses et là, il peut y avoir toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de préoccupations qui sont soulevées. Donc, j'aime bien donner l'information à jour, là où elle est. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas évolué davantage qui me permettrait de vous le confirmer. Dès qu'on a cette information, c'est certain qu'elle va être communiquée à la population. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le même nombre de lits, donc la même offre ou capacité à faire de la réadaptation en région, à ce moment-là, va se maintenir, mais d'une façon différente dans des lieux différents, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? N'hésitez pas à adresser votre question de vive voix si vous avez des difficultés à lever la main. Je ne vois pas d'autres questions. Je vérifie dans... Madame Mercure, je vous invite à adresser votre question. Oui, bonjour. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en 2020-2021, ça l'a coûté 17 millions au CIS, là, si j'ai bien compris, en main-d'œuvre indépendante. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'en 2015, en 2016-2017, c'était 2 millions. Est-ce que c'est vraiment les coûts aussi qui ont augmenté pour ce type de service-là? Parce qu'il y a d'autres CIS et CIUS au Québec qui ont besoin de main-d'œuvre indépendante. Est-ce que c'est un peu un enchère? En fait, la grande proportion de l'augmentation des coûts, la majorité, là, c'est réellement parce qu'on a plus de recours à la main-d'œuvre indépendante. Donc, on a plus de contrats, on a plus de ressources qui sont en contrat actuellement avec l'organisation depuis les dernières années. En 2015-16 ou 16-17, là, on avait même des installations ou des équipes qui n'avaient aucun recours à la main-d'œuvre indépendante. Mais l'écart entre nos ressources employées disponibles infirmières et les besoins pour faire les services, avec des besoins qui s'accroissent, hein, vous le savez, la courbe démographique fait en sorte qu'on aura des départs à la retraite, mais fait en sorte aussi qu'on a davantage de personnes qui sont plus âgées, qui ont peut-être plus de besoins aussi en services santé, services sociaux. Donc, on a un besoin d'un côté qui s'accroît, mais une disponibilité de main-d'œuvre qui diminue. Pour combler l'écart entre les deux, au-delà du temps supplémentaire, de malheureusement temps supplémentaire obligatoire, bien, une des solutions, c'est la main-d'œuvre indépendante. Donc, moins on a d'employés en capacité de rester disponibles là, pour être capable d'offrir ce besoin-là, bien, on se tourne vers des agences privées. Donc, c'est vraiment l'augmentation du recours à la main-d'œuvre indépendante. Les coûts que vous avez vus sont exclusivement pour les soins infirmiers. C'est tout près de 20 millions là, pour l'année qui vient de se terminer. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, ça compléterait le point de presse du jour. Une fois de plus, je remercie nos porte-paroles. Merci beaucoup aux représentants des médias, de la population d'avoir été présents. On pourra vous transmettre davantage d'informations au cours des prochaines semaines. Merci à tous. Bonne journée.